bienvenue à tous et à toutes pour cette conférence de presse du film En compétition. Tout s'est bien passé. Le film de François Ozon, Welcome Everybody for this press conference of the film by François Ozon. Tout s'est bien passé. Donc la conférence de presse est en français. Munissez-vous d'écouteurs pour la traduction éventuelle. Alors, le dispositif, vous le connaissez. Pour les questions, vous attendez que, évidemment, vous levez la main quand vous voulez poser une question. Vous attendez qu'on vous donne la parole. Quand on vous donne la parole, vous vous levez, vous enlevez votre masque, le temps de parler. Vous déclinez votre identité, votre support. Vous posez votre question, et je dis votre question et non vos questions. C'est une question par journaliste et par intervention, s'il vous plaît. Et vous vous rasseyez. Surtout, vous parlez dans le micro. Je vous rappelle que cette conférence de presse est filmée. Donc, on pourra la retrouver ensuite sur le site du festival. Donc, c'est important, même si on se dit que dans la salle, tout le monde vous entend, la caméra ne vous entendra pas. Voilà. Puisqu'on est prêt, on va commencer. Je vais vous présenter les talents qui sont avec moi à cette table, en commençant par ma gauche. Eric Altmayer et son frère Nicolas, qui est à l'autre bout de la table. Eric et Nicolas Altmayer sont des producteurs bien connus, qui travaillent avec François Ozon depuis le film Potiche. C'est dire si c'est une collaboration au long cours. Je ne vais pas faire toute leur filmographie, mais je vous rappelle qu'ils sont aussi les producteurs du film de clôture du Festival de Cannes cette année, OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Alors, à la gauche de Eric, Sophie Marceau, que je ne ferai pas l'affront de vous présenter, une comédienne que nous aimons tous, dont les succès populaires sont multiples, qui a aussi marqué un goût pour un cinéma d'auteur très pointu, de Marina Devant à Maurice Pialat, à Andrei Zulawski. C'est sa première collaboration avec François Ozon. À sa gauche, François Ozon, qui est un habitué du Festival de Cannes et de sa compétition. Il a commencé à la Semaine de la Critique et après en compétition à Cannes. Je crois que le premier était Swimming Pool. Et on suivit Jeune et Jolie, L'Amant double. Et l'an dernier, pour cette édition du Festival de Cannes qui n'a pas eu lieu en présentiel, était 85. À sa gauche, André Dussolier, acteur phare du cinéma français depuis 1970, mais aussi comédien de théâtre, j'allais dire un chouchou du cinéma d'auteur. Il a travaillé avec les plus grands. On parle de sa collaboration avec René, là encore une collaboration au long cours avec Alain René. Et avec François Ozon, c'est son premier film, mais pas tout à fait, parce que il faisait la voix française de Charles Dance, le personnage de l'éditeur dans Swimming Pool. Donc, il y avait déjà eu une amorce de collaboration. Et puis, à sa gauche, Géraldine Péaz, qui, comme Sophie Marceau, a été révélée par Claude Pinoteau. Voilà. Et toutes les deux, vous avez joué aussi chez Maurice Pialat. On pourrait presque dire qu'avant d'être sœurs dans ce film, vous êtes des sœurs de cinéma. Et c'est la première fois que vous jouez ensemble. Vous, Géraldine, c'est votre troisième film avec François. Vous étiez déjà dans 5x2 et dans Jeune et Jolie. Voilà. Donc, les présentations étant faites, je vais poser la première question à François Ozon et après, ce sera à vous. Vous parlerez bien quand on vous donnera la parole. François, vous adaptez ici le récit d'Emmanuelle Bernheim, que vous connaissiez bien, qui était votre amie, qui était aussi votre collaboratrice. Hein, elle a écrit avec vous Sous le sable et 3 autres films, Swimming Pool, 5x2 et Ricky. Ce récit a été publié en 2013. Pourquoi avoir attendu 8 ans avant de le porter à l'écran ? En fait, Emmanuelle, effectivement, était une amie très proche, et quand son livre a été publié, elle m'a tout de suite proposé de l'adapter. Et à l'époque, je m'en sentais pas ni l'envie ni capable. Et en plus, c'était une histoire tellement personnelle. Forcément, l'histoire m'avait touché, mais j'arrivais pas à me l'approprier. J'arrivais pas à me projeter dans cette histoire. Donc, je lui ai dit, écoute, je laisse passer. Et du coup, d'autres réalisateurs se sont intéressés à ce livre, dont Alain Cavalier, avec qui il y avait le projet de faire le film ensemble avec Emmanuelle, qui aurait joué son propre rôle. Et hélas, Emmanuelle est morte d'un cancer, et donc le film n'a pas pu se faire. Et Alain Cavalier a fait à la place un très beau documentaire. Le titre... Être vivant et le savoir. Voilà, Être vivant et le savoir. Et après la mort d'Emmanuelle, j'ai relu le livre, et en le relisant, je me suis dit, voilà...
j'aimais toujours ce livre, il n'avait toujours pas été adapté. Je me suis dit peut-être que c'est le moment. Et je me suis senti, peut-être parce que j'avais vieilli, j'avais vécu des deuils dans ma vie personnelle qui faisaient que je comprenais mieux cette histoire. Et puis aussi, l'adapter, c'était une manière de retrouver Emmanuel. Donc voilà, je me suis lancé dedans. Mais avant même de me lancer dans l'écriture du scénario, j'ai tout de suite pensé à une actrice que j'aimais beaucoup, avec qui j'avais jamais travaillé, et qui m'avait refusé plusieurs rôles, Sophie Marceau. Et là, je sais pas, j'ai eu l'intuition, je me suis dit, je sens que peut-être cette histoire va lui plaire. Donc je lui ai envoyé le livre et elle a lu le livre dans la journée, elle m'a rappelé le soir et on s'est vu le lendemain, elle m'a dit ok, on y va. Et voilà, j'ai écrit le scénario avec Sophie en tête et après le reste du casting est arrivé, André, Géraldine. Sophie, peut-être un mot justement sur... Ça fait rêver. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup d'actrices qui m'en veulent là, à ce moment présent de ça. Oui, merci, c'est un rôle magnifique. Et puis d'autant que c'est comment dire, accompagné de vérité, puisque ce personnage a existé. C'est une amie de François. Voilà, donc il y a quelque chose de très intime. Ça traite de l'intime aussi, ce film, bien sûr. Donc voilà, moi j'aime bien ces rapports-là aussi. Donc voilà, j'étais très, très heureuse de enfin pouvoir tourner avec François. Première question, j'ai là, monsieur. Bonjour, Martin Lhomme pour le podcast Ex Douqueré. Tout d'abord, merci pour votre film. Ma question s'adresse à vous, François Ozon, mais aussi à vos acteurs. Le film montre bien à quel point aujourd'hui en France, contrairement à chez grand nombre de nos voisins, il est compliqué de mourir dans la dignité. Et c'est un sujet qui fait débat depuis de nombreuses années. Est-ce que travailler sur ce projet vous a vous-même fait changer d'avis sur ce sujet qui reste encore aujourd'hui plus ou moins tabou en France? Merci. Alors moi personnellement, j'avais pas d'opinion préconçue et c'est vrai que ce qui m'a intéressé dans l'histoire, c'est pas le sujet. J'ai pas voulu faire un film à sujet, un film à thème. Ce qui m'intéressait, c'était l'intimité, c'était la relation entre ce père et ses filles. C'est ça d'abord vraiment qui m'a accroché. Après, évidemment, il y a cette toile de fond, mais c'est vrai qu'en racontant cette histoire, j'ai senti, on a senti, je pense, avec les acteurs, à quel point ça a dû être difficile pour ces femmes de traverser cette épreuve avec leur père et surtout d'avoir le poids d'organiser, parce que la loi ne le permet pas en France, donc d'organiser cette chose illégale qu'on va faire en Suisse en ayant les moyens, parce qu'on se rend compte qu'il faut avoir les moyens pour organiser ça. Donc c'est ça surtout qui m'a révolté, de me dire que l'État, la société, le corps médical ne prennent pas ça en charge et que ce soit aux enfants d'organiser ça. Et je me suis dit forcément ça a eu un effet néfaste sur ces femmes et on l'a ressenti en tournant le film. Après, je pense que le film n'est ni pour ni contre. Il propose au spectateur une histoire très personnelle et chacun se retrouve confronté à ses propres interrogations sur la vie, sur la mort, sur ce qu'il ferait dans cette situation. Moi, c'est ça qui m'intéressait. J'essaye pas d'avoir un message politique par rapport à ça, juste de poser des questions et de mettre les spectateurs face à leur propre questionnement. Qu'est-ce qu'on ferait si on était dans cette situation? Personnellement, je ne sais pas ce que je ferais. Je ne sais pas si j'aurais le courage d'Emmanuel et Pascal d'accompagner leur père de cette manière. Voilà. Tant qu'on n'y est pas confronté, je pense que c'est très difficile d'y répondre. Il y a une question là-bas. Merci. Merci beaucoup. Grandesso Federico, Sinjuan News Agency. Une question pour Sophie Marceau. Comment c'était dur de travailler sur ce rôle et évidemment, ça peut être... Je pense que vous avez donné une preuve assez intéressante de ne pas exagérer avec les douleurs. Vous avez contenu un peu. Je voudrais savoir quelle est votre opinion sur ça, sur la douleur pendant le film. Comment vous avez discuté avec les réalisateurs aussi, parce que je trouve que c'est important. Oui. Le personnage de Emmanuel est un personnage pour moi très très vivant. C'est une femme qui aime la vie. C'est une femme. On a parlé beaucoup. François nous a beaucoup parlé d'Emmanuel. Serge Toubiana a écrit un livre aussi sur elle. J'avais quand même beaucoup d'éléments. Et à chaque fois, je ne la connaissais pas personnellement, mais ça me rappelait que c'était une personne donnante, accompagnante, qui était toujours pour la vie, en fait. Et le paradoxe, c'est que ce soit son propre père
qui lui demande de l'aider à mourir. Alors, voilà, je pense que ce film a une qualité, en tout cas, c'est qu'on va peut-être un peu tous réfléchir à ça. On n'aime pas trop l'idée de cette mort, mais à un moment donné, il faut l'organiser aussi, ce truc-là, quoi. Et on n'y pense pas, ça nous surprend, c'est une stupéfaction un peu. Et soudain, elle est projetée dans la mort et elle veut ramener ça à la vie. Elle veut l'accompagner, en tout cas, jusqu'à ce que ce soit... Et donc, il y a une souffrance, mais ça, c'est la souffrance de la vie, si j'ose dire. Elle ramène toujours ça vers quelque chose de l'autre côté, quoi. Donc, vous parlez de souffrance, mais c'est de jouer, comment dire. On souffre, on rit, on pleure. C'est nos métiers, ça nous fait pas peur, toutes ces émotions, parce que, au contraire, c'est même formidable de pouvoir les exprimer dans un film. On a tous des douleurs, on a tous... maintenant, nous, on a la chance d'avoir un terrain où on peut les exprimer et exorciser aussi ces choses-là. Voilà, et de partager des moments formidables avec ses partenaires aussi, qui sont aussi dans cette douleur, mais dans cette beauté aussi qu'a la douleur, dans cet amour, parce qu'en fait, ce film parle d'amour essentiellement. Donc, c'est du bonheur de souffrir un peu. Il y avait aussi le choix de ne pas donner dans le pathos. Ce que dit monsieur, un côté contenu. Il y a une phrase que dit André dans le film, il dit « pas de pleureuse ». C'était un peu la manière dont je dirigeais Géraldine et Sophie. Voilà, il fallait garder... Parce que ce sont des personnages qui ne veulent pas montrer leurs émotions. Enfin, je pense que les filles ont envie d'exprimer leurs émotions, mais leur père leur demande de ne pas les exprimer. Géraldine, du fait que vous jouiez, vous, la sœur qui est Pascal, qui est vivante, est-ce que vous avez été la rencontrer avant? Comment vous avez abordé le rôle? Est-ce que c'est plus compliqué d'incarner quelqu'un qui est vivant? C'est pas la première fois que ça m'arrive et c'est vrai que ça questionne profondément une actrice ou un acteur, je pense, à chaque fois. Pour ma part, j'ai pas particulièrement souhaité ni pas souhaité la rencontrer. Elle ne s'est pas manifestée non plus. Aujourd'hui, je crois que ce serait une bonne chose qu'on le fasse. Je pense qu'elle sera contente aussi. Voilà, maintenant que le travail est fait et qu'elle a pu voir et que je crois qu'elle a plutôt aimé, hein, il me semble, le film qu'elle a vu et l'interprétation qu'on a faite, Sophie et moi, des deux sœurs. Moi, je suis très sensible à tout ce que vient de dire Sophie, donc je voulais juste m'associer à ça. On passe par des moments très étranges de mélange de choses personnelles qu'on lie au projet qu'on est en train de réaliser. Et en même temps, on est absolument intact quand on quitte ce projet. Mais il s'est passé une sorte de fusion, quelque chose avec lequel on joue depuis toujours, nous les acteurs, et qui est assez délicieux et qui permet aussi d'apprécier aussi d'autres choses de la vie et parfois même nous éclairer sur certaines choses de la vie qu'on ne saurait pas forcément aborder si on ne les avait pas rencontrées nécessairement grâce au cinéma. Une question ici. Oui, bonjour. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, Laurent Ganassia du site cnews.fr et de la radio Shalom. Donc, je voudrais déjà féliciter toute l'équipe pour ce merveilleux film qui nous a énormément émus hier soir, pour sa profondeur, pour sa sensibilité, et puis surtout qui donne à réfléchir. Et puis, remercier en particulier François Ozon, chaque année, avec sa générosité, de nous apporter un film nouveau, une thématique nouvelle. Ça nous comble et merci beaucoup. Et je voudrais poser une question à Sophie pour la composition en fait du personnage d'Emmanuel. Je crois que c'est l'une des premières fois où vous interprétez à l'écran un personnage qui a réellement existé. Alors, comment vous y êtes pris? Est-ce que vous avez fait un condensé à la fois des témoignages de ses proches, de ce que François vous a révélé par rapport à l'amitié qu'il a vécue et qu'il a partagée avec Emmanuel, par rapport à votre propre vécu, à votre expérience d'actrice? Comment en fait on se prépare à nourrir la composition d'un personnage qui a existé et dont les proches sont encore vivants? Est-ce que c'est toujours un peu sensible? Est-ce que c'est délicat? Comment ça se passe? Emmanuel n'était pas connu du grand public, c'était pas une personne reconnaissable, c'était pas un biopic sur Emmanuel Bernheim. Heureusement, parce que honnêtement, je sais pas si je serais capable
me transformer complètement et jusqu'à imiter, ressembler à un personnage vivant. En revanche, l'inquiétude, c'était par rapport à ses proches et par rapport à tous les gens qu'il a connus, qui fréquentent notre métier, beaucoup. Voilà, j'avais quand même cette petite inquiétude de ne pas les décevoir, de ne pas être en deçà de ce que, déjà de la qualité du rôle et du personnage écrit, parce que c'est un personnage universel, vous voyez, c'est pas juste... voilà, qui au moins qui s'y retrouve un petit peu, quoi. Donc oui, par rapport à ça, c'est pour ça que j'ai lu le livre de Serge Llubialas. Sinon, je suis pas sûre que je l'aurais lu en dehors de ça, parce que il donne des éléments. Et d'ailleurs, c'est un magnifique livre parce que c'est un homme amoureux qui parle de sa femme et sans aucune impudeur. Mais ce sont des détails, des petites choses très précieuses pour un acteur. Et malgré tout, François a poussé quand même à ce qu'il y ait une ressemblance physique, une ressemblance, je dirais, dans l'attitude. Parce que tout joue pour un personnage. Un pull, une couleur. Pourquoi cette couleur? Pourquoi elle s'habille en sportswear et pas en tailleur? Ça raconte quelque chose d'un personnage, bien sûr. Et pour ça, François était très fidèle à vraiment être au plus près de ce qu'était Emmanuel. Et moi, pour moi, c'était des éléments constructifs pour mon personnage, évidemment. Voilà. Mais c'était... Voilà, j'ai répondu, je crois. Alors, voilà. Une question. Bonjour, Gabriela Bravo de Culturisart Chili. Je voudrais poser une question à Monsieur Dussolier. Votre personnage est vraiment très, très, très bien joué. Moi, pour avoir vécu avec une personne à mobilité réduite, je sais qu'il y a des gestes, des façons de faire que je retrouve dans votre actuation, dans votre performance. Je voudrais savoir comment avez-vous préparé ce personnage et quelle a été la plus grosse difficulté pour vous d'affronter un personnage si complexe? Il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on met tout dans la corbeille quand on crée un personnage. Alors, François m'avait déjà donné une bande vidéo qui était très précieuse pour moi, où on voyait André Bernem, le père donc de ces deux filles, qui exprimait un peu comme dans le film sa volonté d'en finir. C'est la vidéo que Emmanuel a filmée de son père. Voilà. Et c'est exactement, oui, c'est ça dont j'ai hérité. On voit dans le film. Qu'on voit dans le film, qui a été reproduite dans le film. Et donc, je me suis beaucoup appuyé sur lui, même si il avait, quand il a fait cette vidéo, fait beaucoup de rééducation. Donc, il était déjà pas forcément tout de suite, immédiatement après l'AVC. Après, il y a toujours dans notre entourage des gens qui ont été victimes d'AVC. Il y a toujours des reportages, des documentaires que François m'avait conseillé de regarder, et sur aussi cette volonté d'en finir. Donc tout ça s'est additionné pour composer le personnage. Et puis pour nous, la référence ultime, c'est le scénario, c'est l'écriture. C'est là qu'on commence à ajouter à la fois notre expérience, ce qu'on a vu, ce qu'on imagine, ce qu'on ressent, comme si on était dans cette situation-là. Puis bon, dans notre entourage, il y a toujours des personnes, évidemment, qui sont malades et qui gravement malades. Et donc voilà, et en plus, il y avait une espèce de progression au fil du scénario. Donc tout ça se travaille intimement. Peut-être que en fait, quand il y a des chemins aussi éloignés à faire, je me souviens que c'est Pacino qui disait que plus les personnages sont proches de lui, plus la difficulté à les jouer, plus ils sont éloignés, plus c'est intéressant. Pour un acteur, il y a toujours, quand il y a de la distance comme ça par rapport à une situation ou un caractère, c'est toujours passionnant de créer et d'inventer, même si on s'appuie beaucoup sur la réalité, et ce dont François m'avait vraiment donné les éléments pour que je puisse construire le personnage. Alors, il y a aussi quand même dans votre prestation un élément en plus qui est un effet spécial. Vous avez travaillé avec une prothèse, vous avez travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Pop, Pierre-Olivier Persin, Ouais. parce que au début du film, vous êtes quasiment méconnaissable. Oui. Quelqu'un qui ne sait pas que vous jouez dans le film. Voilà. On recherchait avec François, et François, ça m'a beaucoup plu quand il m'a dit, parce que moi j'aime bien faire des grands écarts et jouer des rôles tout à fait inattendus, etc. Je trouve que c'est le plaisir de l'acteur. Et quand François a dit, j'étais content qu'il pose le bouchon le plus loin possible, et pour aller dans la vérité vraiment, quoi, de ce qu'était la situation, de ce qui vivait le personnage. Bon, après, il a fallu
en partant de l'intérieur, de ce qu'il vivait, il a fallu aussi s'aider de ses prothèses. Et là, c'est bien de rendre hommage à Pop, parce que vraiment, je me souviens, je donne juste un exemple, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de prothèses, parce qu'il y a toujours dans un visage comme ça, hémiplégique, il y a toujours une face qui est totalement immobile. Et donc là, les prothèses aidaient à rendre cette immobilité-là. Mais il avait un souci avec la bouche. On a essayé des appareils, etc. Ça ne marchait jamais. Et tout d'un coup, un matin, il a pensé juste à une chose. Alors, je vous révèle un petit secret, je ne devrais pas le faire, mais enfin, je me suis tenté de le faire quand même. Mais il a dit, tout d'un coup, c'est en collant une lèvre sur le menton que tout d'un coup, le reste venait. Il n'y avait pas besoin d'appareil. Et j'aime beaucoup quand les gens ont des idées comme ça, très simples, et qui racontent tout, quoi. Et donc, c'est bel hommage à Pop aussi d'avoir pensé à ça. Une question ici. Oui, bonjour. Mon nom est Corinne Lebrun, je viens de Belgique. Monsieur Ozon, et y compris les acteurs, en fait, vous êtes inspiré d'un livre, d'une sorte d'autobiographie. Vous êtes aussi inspiré du fait que vous connaissiez personnellement Emmanuel Bernheim. Et donc, en quoi avez-vous pris des libertés par rapport à cette double réalité? Et en fait, je pose la même question aux acteurs. Je fais d'une pierre deux coups. Donc, en sachant que vous avez peut-être lu le livre, et donc, quelle est la part de votre liberté dans l'écriture de ce scénario? Quelle est la difficulté d'écrire un scénario sur base d'un livre? Bref, j'y suis au bout. La difficulté, c'est de ne pas trahir, hein, et d'autant plus quand on connaît la personne, on a envie d'être respectueux. Moi, j'ai aimé ce livre, j'ai aimé cette personne, donc j'ai essayé d'être le plus fidèle. Après, l'écriture littéraire et l'écriture cinématographique, c'est deux choses différentes. Donc, il faut transformer un petit peu les choses, il faut adapter, il faut trahir tout en gardant l'esprit. Et en fait, moi, quand j'ai commencé l'adaptation, l'écriture d'Emmanuel Bernheim est assez à l'os et assez proche d'une écriture scénaristique, avec une écriture très behavioriste sur les actions, plus que sur les sentiments. C'est plus les gestes. Par exemple, il y avait toutes ces scènes que j'aimais beaucoup, où le personnage d'Emmanuel garde le sandwich de son père, le range dans le frigidaire, puis finalement le met dans le congélateur et finalement le jette à la poubelle. Et ça racontait, voilà, il n'y avait pas besoin de dialogue, on comprenait tout ce travail de deuil qu'était en train de faire le personnage d'Emmanuel. Donc ça, j'ai gardé. Après, la liberté que j'ai prise, c'est que j'ai rajouté des choses. C'est-à-dire que j'ai fait une enquête, puisqu'il y avait des personnes étaient vivantes. J'ai rencontré Serge Toubiana, que je connaissais déjà, qui était le compagnon d'Emmanuel, et la sœur, Pascal Bernheim, que joue Géraldine. Et je leur ai posé des questions quand même pour en savoir un peu plus. Par exemple, le personnage de Grosse Merde. En fait, dans le livre, il s'appelle GM. Et pendant tout le livre, il s'appelle GM. On dit jamais Grosse Merde. Et j'ai dit à Pascal, j'ai dit, mais c'est qui GM? Tout le monde a son nom. Et elle me dit, on le détestait tellement qu'on l'appelait Grosse Merde. Donc ça, je l'ai gardé, évidemment. Et puis elle m'a raconté des anecdotes, notamment la scène avec la coquille qui se transforme en couille. Voilà, c'est quelque chose qu'elles ont vécu dans l'hôpital et qui n'était pas forcément dans le livre. Et surtout, la chose importante que j'ai rajoutée, c'est le personnage de la mère, qui n'existait pas dans le livre. Et en fait, c'était un peu un choc pour moi quand Serge et Pascal m'ont parlé de cette mère, parce que je ne savais pas que la mère d'Emmanuel était une artiste et faisait de la sculpture, et en plus des très belles sculptures. Et tout d'un coup, ça m'a intéressé par rapport à cette névrose familiale, de comprendre comment cette femme avait été un petit peu mise de côté, pourquoi, qu'est-ce qui se jouait au sein de cette famille. Et donc ça, c'est des choses que j'ai rajoutées pour enrichir l'histoire. Je pense que Emmanuel ne serait pas senti trahi, mais en tout cas, elle avait fait le choix de ne pas parler de sa mère du tout dans son livre. Alors, nous, on a deux... On doit être fidèle à son rôle, mais on doit être fidèle aussi au metteur en scène et au point de vue du metteur en scène. C'est lui qui a le film dans la tête, c'est lui qui le filme, c'est lui qui vous regarde. Et à partir du moment où on est d'accord, après quelques lectures, sur les grandes lignes du personnage, sur les scènes, le sens de chaque scène, moi, après, mon travail, c'est d'être fidèle essayer de retranscrire ce que le metteur en scène veut. Voilà. Donc, je suis son interprétation, en fait. Donc, trahison, pas trahison, je sais pas. Le cinéma, c'est pas un documentaire, vous voyez. Donc,
c'est formidable de pouvoir aussi mélanger la fiction, la réalité, sans jamais trahir en vérité le message profond du personnage, du film. Voilà. Par rapport au livre, ben moi je lis le livre pour m'inspirer de mon personnage et de rentrer un peu dans son monde, mais pour moi ma Bible c'est le scénario et c'est ce que le metteur en scène en fait, quoi. Je vais juste citer Kiarostami, qui dit que le cinéma ne ment pas, il a sa propre vérité. Et en fait, voilà, je pense que ça résume à peu près notre travail à tous, tout le temps, à chacun des films qu'on fait, que ce soit le metteur en scène ou les acteurs, évidemment. Voilà. André, par rapport au personnage que vous jouez, il y a aussi un élément auquel François fait allusion avec cette histoire de coquille qui devient couille, c'est la drôlerie. Ah oui. C'est-à-dire une drôlerie vache. Oui, vous avez raison d'insister là-dessus, parce que c'est vrai que moi j'aimais beaucoup la façon qu'a eu François d'aborder ce sujet dramatique, mais avec... c'est comique, quoi, évidemment, et il voulait pas aller dans le pathos et dans l'émotion ou attirer ou faire être larmoyant. Donc du coup, c'est vrai que le personnage, de par sa personnalité, de sa façon directe, entière d'être avec les autres, de dire ce qu'il pense à tout moment, de faire des commentaires, bon, c'est vrai qu'il a une riche personnalité et c'était vraiment jubilatoire, enfin agréable vraiment de ménager les moments, les effets, c'est horrible comme mot, mais quand même, on peut dire qu'il fait des effets, il a parfois des effets. Hein. Oui, il s'en privait pas, et puis j'étais conscient quand même que c'était là aussi, mais ça faisait partie de son caractère. C'est pas, voilà, c'est pour ça que je raille le mot effet, parce que c'est pas des effets de dialogue, c'est vraiment, ça fait partie entièrement du caractère qui est, lui, est tellement surprenant qu'il en devient, qui fait rire, quoi. Et c'est hier à la projection, je sais pas, j'avais le sentiment que plus le drame était saisissant pour le public, plus la brèche ouverte dans la comédie, tout le monde s'y précipitait, quoi, pour soulager l'émotion. Voilà, ce bel équilibre était tout à fait agréable. L'idée, c'était vraiment de faire le film du côté de la vie, parce que le grand paradoxe de cette histoire, c'est que André aimait tellement la vie qu'il voulait mourir. C'est ça vraiment la clé de cette histoire, je pense. Comment? Qu'est-ce que j'ai dit? André Bernheim, non. Ah non mais... Oui, André Bernheim. Une question ici. Bonjour, Cindy de la chaire Média et Sec. Merci pour tous ces échanges. Donc on l'a compris, il y a eu le livre, il y a eu les proches. Vous avez beaucoup travaillé donc, entre vous pour créer ce film. Comment les producteurs se sont imbriqués dans ce processus? Comment est-ce que vous avez pu intervenir? Merci. En fait, nous, on a la chance de pouvoir travailler depuis longtemps avec François. Et malgré cette continuité, chaque film, comme vous avez pu vous en rendre compte, est très différent, une proposition très différente. Donc, nous, on essaye de donner au projet les moyens de son ambition au maximum de nos possibilités. Mais ce qui est vraiment important et rare, je trouve, c'est que, et ce qui me stupéfie quand même à chaque fois, c'est que François, avec énormément de naturel et de fluidité, fait de ces sujets à chaque fois des sujets profondément cinématographiques et qui nous touchent. Et je pense que notre implication, elle est d'autant plus forte et naturelle que le sujet lui-même nous touche, nous prend et nous donne l'impression, en fait, que ce film doit exister par tous les moyens. Et en l'occurrence, le sujet, François l'a très bien résumé à l'instant, c'est l'histoire c'est l'histoire d'une fille qui aide son père à mourir parce qu'il aime la vie. Il y a à la fois une espèce d'hommage à la vie dans un film qui parle de la mort et que je trouve passionnant. Oui, les idées de François étaient déjà très claires. Son envie du film et de ce qu'il voulait faire passer dans ce film était déjà très clair dès le moment où il nous a fait lire le livre, puisqu'on a suivi le même processus de lire d'abord le livre, mais presque, si je me souviens bien, presque une semaine plus tard arrivait la première version du scénario. Donc les choses ont été très rapides. Mais justement, comment ça se passe, cette collaboration au long cours avec François Ozon? Vous êtes toujours d'accord? Il n'y a pas des fois où vous tiquez un peu? Par exemple, quand vous faites Grâce à Dieu, c'est pas forcément un film hyper facile à produire. Une grande fresque de 2h30 avec la pédophilie chez les prêtres.
Sur les sujets, il y a souvent un accord. Oui, on est souvent très d'accord et très partant pour les films que François nous a proposés. Ensuite, de travailler avec François, c'est à la fois très facile et très difficile. Alors, très facile parce qu'il a un talent fou, parce qu'il a une force de travail considérable et il maîtrise absolument tous les aspects de son métier de réalisateur et de scénariste et de coproducteur aussi. Mais ça le rend extrêmement exigeant. Et donc, il faut répondre à cette demande, répondre à cette capacité de travail permanente qui fait que nous, on a besoin d'être deux. Donc voilà comment je résumerai un peu notre collaboration. Mais peut-être c'est aussi grâce à cette belle collaboration que François peut enchaîner des films tous les ans. J'espère qu'on y participe, mais effectivement, non. Ce qui est très au-delà ce qui est passionnant, c'est l'éclectisme. C'est à la fois ce talent et cet éclectisme dans les choix des sujets. Une question par là. Bonjour, Lilou Clippé de GR Photo. Je voudrais revenir sur une question qui a déjà été, pas vraiment posée, mais c'est la question de la légitimité entre le très intime de l'histoire d'Emmanuel et l'universel du sujet de la mort et de la joie de la vie. Où est-ce que les acteurs trouvent leur place justement entre cette limite, entre le très intime et l'universel qu'on connaît tous, c'est-à-dire la douleur face à la mort et l'intimité du rapport au père qu'avait Emmanuel. Voilà, merci. Qui se lance? Non, je pense que... Non, oui, c'est ça, c'est un peu ça, mais j'espère que j'ai bien compris la question. Surtout, mais j'ai l'impression que plus on est riche dans un sujet intime, enfin, et qu'on apporte beaucoup d'éléments, plus on a de chances d'être universel. J'ai souvent constaté ça dans le cinéma, c'est-à-dire que plus les gens font depuis Pagnol, depuis d'autres, voilà, souvent, quand les gens sont sincères et argumentés dans le développement de l'histoire, plus ils risquent de toucher le plus grand nombre, quoi. Ça attire la curiosité. Enfin, on est tous différents et on est tous pareils, quoi. J'ai entendu cette phrase-là quelque part et ça résume un peu le fait que cette famille est quand même très singulière. Le père, la manière dont il a imposé sa vie affective, sexuelle, etc., à sa femme, à ses filles. Et tout ça, c'était bien de ne pas faire de concessions, comme François l'a fait, de mélanger à la fois ce qui peut paraître dramatique, difficile pour les filles, difficile pour tout le monde, et puis drôle par la situation. Il y avait une vérité, c'était la vie, quoi. La vie dans tous ces écarts, ces éclats, ces différences. C'était très agréable d'entendre résonner ce film-là hier, dans tous les sentiments, dans tous les compartiments. On a l'impression que ça parlait à... Tout le monde pouvait s'y reconnaître. Merci, Monsieur Ozon, de ce film. Désolé, mais je vais être obligée de poser ma question en anglais. Je travaille pour le Chicago Sun-Times. Ma question. André Dussolier, dans le film, votre sexualité, vous parlez de la famille de la mère comme étant composée de gens épouvantables, très bourgeois, car ils ne voulaient pas se rendre au mariage d'un homme homosexuel. Est-ce que c'est accepté dans la société française qu'un homme homosexuel épouse une femme hétérosexuelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est accepté en France ou est-ce que ça surgit simplement dans l'histoire? C'est drôle par rapport aux sous-titres aussi. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est ce qui s'est passé dans l'histoire réelle. J'ai rien inventé. C'est pas un truc scénaristique que j'ai inventé. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est un dialogue du livre que j'ai repris. Donc effectivement, en fait, je crois que Claude de Soria et André Bernheim se sont vraiment aimés, mais le père a toujours été très clair. Je pense qu'il était bisexuel en fait. Et donc, ça a été un mariage qui s'est fait comme ça. Je crois qu'ils se sont vraiment aimés. D'ailleurs, Claude de Soria, ils s'aimaient, ils ont eu des enfants, voilà. Mais lui, il a toujours eu une vie homosexuelle en parallèle. Et ce qui a été très douloureux, c'est qu'il l'a imposé aussi bien à sa femme qu'à ses filles. Et
ces filles, enfin, j'ai appris ça après, et c'est pas forcément développé, les filles en voulaient à leur mère de ne pas avoir quitté leur père, d'avoir subi ça toute leur vie, parce ils auraient pu se séparer. Après, ça fait partie de la névrose familiale, et je trouvais ça intéressant de raconter ça. Alors, je sais que c'est traduit en anglais un peu différemment. Le père, il dit, quand il parle des parents de Claude, il dit saloperie. Et ça a été traduit, je crois, par bloody bourgeois. Donc, c'est pas exactement la même chose. Mais bon, c'est pour ça que ça vous a induit sur les... Mais bon. Mais c'est vrai que dans beaucoup de familles bourgeoises en France, il y a beaucoup de choses cachées, de non-dits. Alors peut-être que ça change un peu avec les générations aujourd'hui, mais les générations de nos parents, il n'y a qu'à voir la vie de nos présidents. Voilà, ils ont tous un peu des doubles vies, des enfants cachés. Ça fait partie du charme français, je pense. Monsieur, une question. Attendez. Bonjour, tout d'abord félicitations pour votre film. Ma question s'adresse à Monsieur Ozon, mais également à toute l'équipe. C'était par rapport à la place qu'occupe votre film, et notamment au point de vue de la politique. Votre but premier, c'était d'adapter l'histoire assez intime d'Emmanuel, mais vous abordez aussi le sujet de la loi Leonetti, et je voulais savoir si vous aviez éventuellement anticipé une résonance politique à travers votre film, éventuellement si un changement était possible, car c'est vrai que notre législation est très stricte en France par rapport au droit de mourir dans la dignité. Et voilà, si vous avez anticipé la question éventuellement à travers ce sujet. Non, j'y ai pas pensé vraiment, mais c'est un peu comme quand j'ai fait Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, c'était aussi une histoire très intime. Je voulais raconter l'histoire d'hommes qui avaient vécu le traumatisme de la pédophilie au sein de l'Église. Donc je suis parti de quelque chose de très intime. Et forcément, plus le film avance, il aborde ces questions, donc il interroge. Donc est-ce que le film devient politique à mon insu? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je pose des questions. C'est ce qui m'a intéressé au sein de ce film. Et je me pose moi-même les questions. Qu'est-ce que je ferais? Je ne sais pas. J'espère ne pas être confronté à cette situation, ni dans le cas d'André, ni dans le cas des filles. Mais voilà, je pense que ça réveille en chacun beaucoup d'interrogations. Et c'est impossible de trancher, je pense. Une toute dernière question. Corinne Lebrun, je viens toujours de Belgique. Et... Et justement, en Belgique, vous savez que la loi est, disons, plus ouverte. On a préféré partir en Suisse dans le film plutôt qu'en Belgique. Oui, à propos de Suisse, il y avait eu un très beau film. Enfin bon, je ne vais pas faire référence à un autre film. Mais bon. Vous pouvez, il n'est pas caché. De Stéphane Oui, Quelques heures de printemps qui étaient... voilà. Non, en fait, si je me souviens bien dans le film, la question est posée. Mais madame, pourquoi est-ce vous, à propos d'Emmanuel et donc de Sophie Marceau, pourquoi est-ce vous qui devez faire cette chose-là? Et donc, la deuxième question, c'est de savoir... Le père se venge-t-il en donnant cette mission à cette fille? Alors, est-ce que c'est une vision de vous, Monsieur Ozon, ou bien est-ce que ça apparaît clairement dans le livre? Excusez-moi, j'ai lu le livre, mais il y a longtemps. Oui, c'est dans le livre. C'est la perversité du père de demander ça à Emmanuel. Et il lui demande à elle, en sachant que voilà, elle lui en veut. Elle lui en veut de cette enfance. Elle a eu l'impression d'avoir été maltraitée. Ce père a été cruel, méchant avec elle, même si elle l'adore. Elle aurait préféré l'avoir comme amie, elle le dit à un moment. Mais c'est vraiment lui qui lui a demandé. Il ne l'a pas demandé à Pascal, d'ailleurs. Ce qui crée une tension entre les deux sœurs aussi. Et puis moi, je crois qu'il y a toujours des gens, c'est toujours les mêmes à qui on demande des services aussi, vous voyez. C'est l'aîné. Et Emmanuel, c'est un peu ça. Elle est là, quoi. Elle est là pour les autres. Et lui, c'est pas un bon père, mais elle, c'est une bonne fille. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais il y a aussi quelque part une grande confiance et de demander à quelqu'un ça. Il faut avoir une totale, pleine confiance. Donc, je pense qu'il se sait aimé par cette fille profondément. Peut-être plus aimé, moins jugé que sa sœur, à qui il en veut, à qui il veut bien lui montrer qu'il n'est pas d'accord. C'est un personnage quand même très égocentrique, très jaloux. Enfin, il n'est pas... C'est pas un homme qui s'embarrasse de code du tout. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup à la fin. Il dit à Pascal, ça ferait un très bon roman pour ta sœur. Et Pascal, quand je lui ai parlé de cette phrase, elle m'a dit... enfin, elle n'est pas dans le livre, hein, c'est Pascal qui m'a dit ça. Et elle m'a dit, surtout, je ne l'ai pas dit à Emmanuel, parce que si Emmanuel avait su que mon père avait dit ça, elle n'aurait pas écrit le livre.
Ça prouve la relation compliquée. Ce sera la conclusion de cette conférence de presse. Je vous remercie tous. Merci.